Bien, bonsoir à tous. On va démarrer cette conférence, donc cette deuxième conférence du cycle Chine. Alors, notre invitée conférencière d'aujourd'hui est Valérie Bacard. Donc, en plus d'être conférencière, eh bien, c'est une historienne de l'art contemporain. Elle est également prof de philosophie et de psychologie de la mode à l'EFP à Bruxelles. Et jusque septembre 2018, elle a dirigé le TAMAT, donc le Centre d'art contemporain du textile. Elle l'a dirigé pendant 7 ans. Donc le TAMAT se trouve à Tournai, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc elle a développé des ateliers de recherche, des expositions, mais aussi elle a également travaillé dans l'édition de catalogues. Donc voilà, je te cède la parole. Merci. Est-ce que le micro c'est OK? Oui, je crois que ça va. Vous m'entendez bien? Je vous remercie d'être présent ce soir pour parler de l'art contemporain en Chine. Donc, c'est un sujet qui est très vaste. Alors, bien entendu, j'ai dû me positionner, j'ai fait certains choix. La Chine étant un pays gigantesque. Mais depuis un peu plus de 30 ans maintenant, la Chine est en train de se libérer complètement du carcan dans lequel elle était maintenue. Et donc, cela se reflète également au niveau de l'art, puisque l'art est un champ dans lequel on peut complètement se libérer et agir. Et donc, les artistes qui étaient très contraints vont prendre ça à bras le corps. Et nous allons essayer ensemble de nous arrêter sur quelques artistes qui me semblent emblématiques. Alors, la liste de ces artistes pourrait être beaucoup plus longue, mais ce sont des choix que j'ai faits de manière à vous donner un aperçu assez global des artistes qui donc ont la cote, si je puis dire, actuellement et qui font partie des collections importantes. Alors, il faut savoir que, bien sûr, les artistes comme nous tous, nous ne venons pas de nulle part. Et donc, les artistes qui sont connus aujourd'hui font évidemment partie aussi de tout un territoire et d'un patrimoine. Ils ont un héritage qu'ils n'ont pas renié. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu appeler cet exposé Art contemporain en Chine entre tradition et avant-garde, puisque nombreux encore de ces artistes ont fait partie de cette jeunesse conditionnée par la culture maoïste et ont pu à l'âge adulte voyager, explorer d'autres pays, rencontrer d'autres artistes et se libérer au sens premier. C'est une véritable libération du corps, une libération de l'esprit, et les mentalités évidemment vont également être tout à fait différentes. Alors, la Chine est un pays gigantesque. J'ai fait ici, j'ai repris une carte de la Chine. Vous savez bien entendu que la Chine, c'est un continent avec des villes qui sont très, très vastes également. La capitale, c'est Pékin, et c'est là où tout se passe. Alors, donc, la Chine est un pays gigantesque avec une capitale, une mégapole, où les artistes vont tous se concentrer à Pékin. Il y a d'autres centres actifs comme Hong Kong, qui est anciennement anglais, il y a Macao, anciennement portugais, il y a l'île de Taïwan, qui est à 180 km de la Chine continentale. Ce sont des villes officiellement chinoises, mais qui ont la chance, si je puis dire, de bénéficier d'un statut de territoire autonome ou d'État souverain. Donc, mis à part ces grandes mégapoles, on ne trouve pas d'art contemporain ailleurs que là. Donc, l'ouverture de la Chine est relativement récente et est l'œuvre de Deng Xiaoping, que vous voyez sur la photo, à côté de Mao. J'ai repris les deux figures emblématiques de la Chine communiste. Le premier, Deng Xiaoping, est décédé en 1994 et il est né en 1904. Donc, vous voyez un petit peu la durée de sa vie a été terriblement longue. Il a été un membre très, très actif du Parti communiste chinois.
Il a pourtant été pendant quelques années aussi en rééducation, et puis il est revenu et il a pu prendre les rênes du pays. Auparavant, il y avait Mao, bien entendu, Mao que tout le monde connaît bien, qui va laisser à ses successeurs à la fin des années 70. Il décède en 1976. Donc un pays complètement fermé au reste du monde, un pays tout à fait isolé, qui souffre de famine, un pays dont les intellectuels ont été complètement décimés par la révolution culturelle. La révolution culturelle a été une catastrophe énorme pour la Chine, bien entendu, puisque tout ce qui était, toute forme de pensée était à proscrire. Et c'était pour les artistes et pour les intellectuels une véritable descente aux enfers. Il faut savoir qu'à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, la Chine ne pesait plus qu'1% à peine de la richesse mondiale. Donc, c'est très important de comprendre qu'en l'espace de 30 ans, la Chine a fait sa révolution industrielle, ce que d'autres pays ont fait en l'espace de plusieurs générations. Ici, en une seule génération, la Chine a véritablement bouleversé tous les fondements de sa pensée. Alors, ça s'est passé comment? Eh bien, par le transfert de l'agriculture vers l'industrie, les campagnes vers les villes. Les classes sociales se sont transformées. Il y a en Chine des gens qui sont excessivement riches, ce qui n'était pas le cas avant, avec une consommation de masse de plus en plus poussée. Et donc, voilà, c'est un phénomène, mais je pense qu'il y a déjà eu une conférence qui a parlé de tout ça. C'est un phénomène qui ne s'est jamais vu. C'est tout à fait incroyable, hein. Mais malgré tout, la Chine reste un pays riche qui est peuplé par des pauvres, puisque dans les campagnes et dans les zones agraires, les populations sont et restent en souffrance. Alors, il y a eu bien entendu des signes avant-coureurs de cette transformation. En 2001, la Chine est entrée à l'OMC. En 2008, il y a eu les fameux Jeux olympiques, témoins de ce redressement spectaculaire. Et en 2010, la Chine a dépassé le Japon en richesse globale. Et on estime qu'en 2025, elle dépassera les États-Unis. Voilà, donc ça c'est pour vous dresser un petit portrait de la Chine actuelle. Le président actuel, c'est Xi Jinping. J'ai aussi une photo de lui, qui est un président qui a réussi à se faire élire pour la vie. Donc il ne sera jamais remplacé jusqu'à sa mort. Il a réussi à faire passer ça encore dernièrement. Il a fait changer la Constitution de manière à ce que ça puisse s'appliquer. Il est né en 1953, donc il a 65 ans, 66 ans bientôt, et donc lui est un président qui a les pleins pouvoirs et qui ne cesse de briser toute opposition interne. Il faut savoir qu'en Chine, on censure Google et qu'on ne lit jamais le New York Times, bien sûr. Donc Facebook, etc., en Chine, ça n'existe pas. Malgré tout, la Chine ouvre des voies commerciales dans le monde entier, mais ce qui est un enjeu important pour elle va amener des pays très fragiles à s'endetter. On pense par exemple à l'Afrique, qui ne cesse de s'endetter pour ouvrir également des marchés avec la Chine. Donc aujourd'hui, la Chine inonde le monde de ses produits manufacturés que le plus grand nombre achète parce que c'est beaucoup moins cher. Et donc personne n'est épargné là-dedans. Alors la première ouverture en termes artistiques a lieu dans les années 90 et bien entendu les artistes ont pu bénéficier de cette ouverture au monde capitaliste. Il y a eu Tiananmen en 1986 qui est un massacre de toute l'intelligentsia, les ouvriers sont alliés aux étudiants, les penseurs, etc.
En 89, chez nous, il y a la chute du mur de Berlin, et donc ce sont aussi des signes avant-coureurs d'une grande transformation par rapport à cette pensée communiste. Mais la Chine résiste. Et donc avec Tiananmen, tout ce mouvement, cette fièvre démocratique va être complètement détruite et mise à mort, si je puis dire. Alors, il y a un artiste dont j'ai pris la photo. Je ne vais pas parler de Ai Weiwei, mais je voudrais le citer parce que c'est un artiste assez emblématique de cette explosion en termes de communication. Ai Weiwei est un artiste donc, qui a eu ici dernièrement son atelier détruit en août 2018. Donc il retourne régulièrement en Chine, mais il fait l'objet de censure et il est très régulièrement arrêté par les autorités chinoises parce qu'il pense autrement et il a une grande force, c'est que c'est un très bon communicateur. Donc on peut par exemple regarder sur des chaînes YouTube, par exemple, ses arrestations, il les filme, on le voit dans un ascenseur entouré de policiers, etc. Il parvient à déjouer la censure parce qu'il a énormément de relais et parce qu'il a beaucoup voyagé. Et donc, je le disais, son atelier a été détruit, donc on l'a rasé. Les autorités chinoises l'ont fait raser sans qu'il soit averti. Donc, il a pu juste constater qu'il n'avait plus d'atelier en Chine. Alors, Ai Weiwei est le fils d'un poète qui est connu, qui s'appelle Ai Qing, qui a été fidèle au régime, si je puis dire, puisqu'il a été dans un camp de rééducation. Donc évidemment, le fils a été très marqué par cela. Donc les camps de rééducation, c'est un peu comme des goulags soviétiques. On y va parce qu'on est dissident, parce qu'on a envie de s'exprimer ou on est suspecté d'eux. Et donc, dans ces camps de rééducation, on n'a évidemment aucun procès, on n'a pas d'avocat, enfin, on a des simulacres de procès, et puis on doit travailler, on doit lire les écrits communistes, etc. Donc, c'est très, très dur. Et on verra également que les artistes dont je vais vous parler ont beaucoup souffert de ces camps de rééducation, pas parce qu'eux ont dû y aller, ils étaient trop jeunes, mais parce que leurs parents sont passés par là, pour la plupart en tout cas. Enfin voilà, le père de Ai Weiwei est réhabilité après sa rééducation, et donc il devient une sorte de fidèle au régime. Alors les témoignages disent qu'une fois qu'on a été rééduqué, c'est très difficile de ne plus de s'en sortir parce qu'on subit un véritable lavage de cerveau. Et donc, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit penser, on doit en tout cas jouer le jeu pour survivre. Et donc, on simule et on fait semblant d'y croire, mais à force de faire semblant d'y croire, eh bien, il paraît qu'on finit par y croire vraiment. Voilà. C'est l'objectif du régime en tout cas. Alors Ai Weiwei a plus de chance puisqu'il va pouvoir étudier à New York. Il va partir dans une école de design à New York. Il va suivre les cours de la Design Parsons School qui se trouve dans Greenwich Village. Et donc ça va véritablement le sauver puisqu'il va pouvoir fréquenter les milieux underground et il va être très féru de la pratique artistique de Marcel Duchamp et de William Burroughs. Ce qui est important chez lui, je l'ai dit, c'est la communication. Et Ai Weiwei va s'entourer de personnes importantes, des personnes qui sont un peu visionnaires. Il s'agit de Hans van Dyck, qui est un Hollandais, et Frank Uiteragen, qui lui est belge. Ce sont des collectionneurs. Et donc Hans van Dyck est un Gantois. Non, pardon, c'est Frank Uiteragen qui est gantois et Hans van Dyck est donc hollandais, je l'ai dit. Et ils vont créer ensemble, avec l'appui de Ai Weiwei, la Fondation d'art moderne en Chine, qui va être créée
au début des années 2000 et qui donc va recenser une collection importante d'œuvres d'art chinois. On y décompte plus de 500 œuvres d'artistes chinois des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ils vont également organiser une très grande exposition qui s'appelle la Chine avant-garde, qui va être censurée, mais qui va permettre à ces artistes chinois dont personne ne parlait de s'exprimer et de petit à petit se faire entendre. Ces deux personnes qui ont joué un très grand rôle dans l'art contemporain chinois sont décédées malheureusement, mais si vous faites des recherches, vous allez trouver énormément d'informations les concernant. Alors globalement, l'art contemporain chinois aussi entre deux tendances, l'attachement profond aux racines de l'art chinois qui se traduisent au travers de la calligraphie et de la peinture, parce que ce sont les bases même de l'art reconnu comme digne d'être un art. Tout ce qui gravite autour de ça n'est pas suffisamment sérieux. Donc ce sont deux pratiques qui sont considérées comme étant au sommet des valeurs esthétiques et sociales. Tout le reste est incompris ou mal perçu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est simplement que ça n'est pas, en tout cas, aussi bien vu et aussi bien valorisé. Chez nous, en Europe, il y a plus de 150 ans, on estimait que c'était essentiellement, même 200 ans maintenant, le sommet de l'art, c'était l'architecture. Et puis c'était la peinture, il y avait toute une hiérarchie au niveau des pratiques artistiques. Et bien là-bas, c'est la calligraphie et la peinture. Donc, les artistes qui suivent un cursus aux Beaux-Arts en Chine reçoivent encore des cours de calligraphie et de peinture, même si après, ils s'en éloignent. Et donc, l'autre aspect et l'autre champ, c'est l'apport que l'Occident, l'esprit occidental va apporter à cette génération d'artistes, avec une panoplie d'ouverture très large. Et donc, ce que nous avons pu comprendre il y a 50, 60 ans, voire peut-être un peu plus loin, les artistes d'aujourd'hui en Chine vont seulement se l'approprier. Donc il y a vraiment un décalage. Alors, je l'ai dit, j'ai parlé de cette fameuse exposition qui s'est déroulée un peu avant Tiananmen, l'exposition Chine avant-garde, qui annonçait déjà une forme de rupture avec la culture d'État. L'exposition est censurée, et là on voit qu'il y avait, au-delà de la peinture, déjà des tentatives de faire des performances, de faire des vidéos, de la sculpture un petit peu plus alternative. Autre signe des temps, c'est la participation en 1993 d'un artiste chinois à la Biennale de Venise, qui est un événement majeur de l'art contemporain occidental. Alors, en 1996, Pierre Restany, grand penseur de l'art chez nous, critique d'art français très influent, père des nouveaux réalistes, va être président de la première biennale de Shanghai. Alors, Pierre Restany, c'est le rejet complet de la peinture de Chevalet. Donc, on est dans un esprit, mais là, le rejet de la peinture de Chevalet, c'est dans les années 60 chez nous. Et donc, c'est un Français qui devient président de la première biennale d'art contemporain à Shanghai. Et la Belgique et la France sont un peu les pays moteurs de cette émancipation autour de l'art contemporain en Chine. Alors, bien entendu, l'art est un grand moteur pour l'économie de marché en Chine. Et les artistes chinois qui arrivent à obtenir une reconnaissance sont millionnaires. Hein. Voilà, on passe de tout, de rien à tout. Ce marché de l'art va évidemment également engendrer des nouvelles professions qui n'existaient pas avant en Chine. Je veux parler par exemple du curateur,
les curateurs, donc les commissaires d'exposition, étaient souvent des étrangers qui montaient des expositions en local. Mais de plus en plus, aujourd'hui, on voit que ce sont les Chinois qui vont amener eux-mêmes leur propre regard sur le commissariat d'exposition. Et alors, au travers de ça, une autre profession aussi qu'on commence à voir, c'est par exemple le médiateur culturel. Chez nous, il y en a partout. Enfin, chaque fois qu'on monte une exposition, il y a un médiateur. C'est en général comme ça que ça se passe, mais là-bas, ça reste encore un petit peu marginal. Alors, il faut quand même toujours avoir à l'esprit que la société chinoise reste malgré tout une société traditionnelle. Vous ne m'entendez pas? Si? Ça va? Oui? C'est peut-être parce que le micro n'est peut-être pas suffisamment devant ma bouche. Est-ce que c'est mieux? Oui? Voilà. Il faut me faire signe, hein, pas de problème. Et donc, société traditionnelle, c'est mieux, hein, avec un état d'esprit qui reste tributaire d'une pensée liée au collectif et au patriarcat. Voilà. Donc, c'est pas facile de se faire comprendre quand on est un artiste contemporain en Chine, en tout cas par ses concitoyens. Alors, le premier artiste dont je vais vous parler, voilà une photo de Pierre Restany, c'est donc le président de la Biennale de Shanghai. Voilà, je vais vous parler maintenant de Huang Yongping, qui est un artiste qui vit en France, qui lui a été invité lors d'une exposition qui s'appelle Les Magiciens de la Terre, qui a été organisée en 1989 au Centre Pompidou. Ça, c'est voilà, l'affiche de l'exposition. Je vous parle de cette exposition parce que c'est grâce à elle que Huang Yongping va arriver en Europe. Et d'ailleurs, il ne quittera plus l'Europe. Il va aller à Paris, il va s'y installer. Et Les Magiciens de la Terre, c'est une exposition emblématique parce que c'est la première fois en Europe qu'on invite des artistes qui font partie des autres continents en dehors des États-Unis. Bon, je ne veux pas généraliser, mais ici, on va inviter, par exemple, des Africains, on va inviter des Chinois, on va inviter des Indiens, ce qui ne s'était jamais fait. Et c'est une exposition qui va vraiment marquer son époque. Nous sommes en 1989, donc chute du mur de Berlin, hein, donc c'est annonciateur d'une très grande ouverture au monde. Et là, le commissaire décide de montrer la création artistique contemporaine qui n'est pas uniquement le fait d'occidentaux. Jusque-là, on a un regard tout à fait occidental et on s'intéresse aux artistes. Donc, quand je dis l'Occident, je parle évidemment aussi des États-Unis, hein, l'Europe, les États-Unis, le Japon, hein, voilà. On va faire côtoyer des artistes de la scène contemporaine tels que par exemple Christian Boltanski ou Louise Bourgeois avec des artistes chinois, indiens, africains. Et donc en Chine, le commissaire va aller dans les écoles d'art et se côtoyer, se confronter directement avec la création. Et Yang Yongping, lui, découvre l'Europe et décide de s'installer. Alors l'œuvre qui est présentée en 1989, c'est l'œuvre qu'il a baptisée Reptile. Alors ce qu'on voit là, ça peut paraître un peu particulier, mais en fait ce sont des livres, 2 livres qui ont été passés à la machine à laver. Et donc ces livres sont particuliers parce que ce sont des livres qui sont des manuels d'histoire de l'art. Et donc, il les passe à la machine à laver. Vous voyez les machines que se trouvent sur l'image. Il en fait des tas et puis il crée des carapaces de tortues. Et donc, évidemment, à travers le papier, il y a un message particulier, puisque ce ne sont pas n'importe quel livre. Ce sont un livre qui a été écrit par Herbert Reed, le premier livre, qui est Histoire de la peinture moderne en Occident.
et là c'est un livre qui a été introduit en Chine, qui va permettre aux artistes chinois de comprendre ce qu'est l'art occidental. Et donc on va y parler de Paul Cézanne, d'Henri Matisse, de Marcel Duchamp, de tous les artistes qui ont fait l'histoire de l'art moderne et contemporain. Et puis l'autre livre qui va se trouver dans la machine à laver et être mélangé, c'est l'histoire de la peinture en Chine, de Yan Boming, qui est un livre qui a été écrit en 65, mais qui ne pourra voir le jour qu'en 82. Et donc ce livre est considéré comme un manuel incontournable et fait autorité dans le champ de l'histoire de l'art en Chine. Donc ce que l'artiste veut nous dire, c'est que au travers de ces livres qui mêlent l'histoire de l'art occidental avec l'histoire de l'art chinois, on peut créer une œuvre d'art et on peut se rencontrer l'art occidental avec l'art chinois pour créer un dialogue. Alors, la photo que vous voyez, c'est la première épreuve, si je puis dire, de l'installation de Yang Yongping. Ça, c'est une installation de 87, mais qui va donner naissance à celle-ci. Et donc, dans la première version, on voit le papier qui a subi l'épreuve de la machine à laver et l'artiste l'a installé sur une plaque de verre sur une caisse qui est ouverte avec des lettres, des symboles chinois. Donc, lavé à la machine pendant 2 minutes. Et ensuite, il va apporter ce concept en Europe. Et lors de l'exposition dont je vous ai parlé, Les magiciens de la Terre, il l'expose comme cela, sous forme de carapace de tortue. Alors, au-delà des 2 livres qui se mélangent pour créer un dialogue, et c'est évidemment très parlant de mêler 2 livres, l'un écrit par un Chinois, l'autre écrit par un Anglais, puisque là on a un symbole très fort, il utilise également l'animal, la tortue, qui est un animal important en Chine, puisque c'est un animal qui symbolise le cosmos. Et on retrouve de nombreuses écritures chinoises sur les carapaces de tortues. On sait aussi que le Yiking, par exemple, tire ses origines à partir de la tortue. La tortue est véritablement une allégorie du cosmos. Donc, autre apport de cet artiste, c'est Marcel Duchamp. Donc, Marcel Duchamp, qui est un artiste dont vous avez probablement entendu parler, puisqu'il est le fondateur de l'art contemporain occidental, avec Fontaine, que j'ai inséré ici, parce que, évidemment, en 1917, nous sommes en 2017-2018, donc c'est 100 ans plus tard. Donc c'est pour vous dire aussi à quel point la Chine a du retard par rapport à cette ouverture contemporaine, mais n'a pas perdu de temps, puisqu'ils ont tout intégré, tout assimilé à une vitesse inouïe, vertigineuse. Et donc Marcel Duchamp, c'est le fondateur de l'art contemporain. Alors si on veut être puriste, on parlera d'art moderne, puisqu'on estime que l'art contemporain commence aux années 60, mais bon, voilà. C'est la création du ready-made, la création de l'idée que tout peut être une œuvre d'art à partir du moment où on donne un sens à l'objet. Donc ici, c'est Marcel Duchamp, quand il a exposé Fontaine, puisque c'est comme ça qu'il l'a appelé. Nous sommes à New York, nous sommes dans le cadre d'une exposition où tout le monde peut exposer à partir du moment où on s'inscrit, donc il faut devenir membre de la Société des artistes indépendants, et Marcel Duchamp s'inscrit et il décide de poser un acte fort. Il décide d'acheter cette urinoir et d'en faire une œuvre d'art. Au début, c'est tout à fait incompris, bien sûr. L'œuvre est censurée aux États-Unis. Et puis finalement, il y aura toute une polémique autour de cette œuvre. Je vais évidemment faire court puisque ce n'est pas le propos. Jusqu'au moment où l'œuvre va être réhabilitée et défendue et considérée comme un témoignage artistique puissant.
Alors, la question que Yang Yongping se pose, c'est comment rester un artiste chinois au sein de cette diversité occidentale, comment emprunter et comment rejeter, comment adapter cette culture occidentale et comment conserver sa propre identité. Alors, au travers de la pièce qui s'appelle Le Théâtre du Monde, on a de nouveau chez Yang Yongping la forme carapace de tortue que vous retrouvez là, qui est en fait une forme composée donc, de verre qui permet de regarder ce qui se passe dans cet hémicycle. Et donc, ce qui se passe est un petit peu alarmant, puisque il y a des insectes. Donc, ça s'appelle le théâtre du monde. Il y a en fait une structure métallique qui renferme 300 scarabées noirs, 200 cafards, 200 grillons, 10 000 pattes, un phasme bâton, 3 scorpions, 3 araignées noires, 4 lézards, un crapaud et 2 serpents. Et donc, tous ces animaux sont invités à cohabiter. Mais là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que les animaux ne sont pas nourris. Et donc, l'idée de l'artiste, c'était de pouvoir observer, si je puis dire, comment ces animaux allaient tenter de survivre. Alors, évidemment, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, et c'est celui qui est le plus costaud qui va s'en sortir. Et donc, l'expo va durer plusieurs mois, mais on n'aura pas l'occasion d'assister à l'agonie des animaux parce que des mouvements de défense des animaux vont s'en mêler et donc vont faire interdire pas l'exposition, mais l'œuvre. Alors évidemment, il y a les partisans du pour, il y a les partisans du contre, et par rapport à ça, l'artiste ne va jamais réagir. Il va rester silencieux, disant que le silence pour lui est plus puissant que les mots. Et donc, ce qu'il va exposer, on va faire enlever les animaux et puis il va exposer la carapace vide jusqu'à la fin de l'exposition. Et donc, ce qu'il a voulu dire, c'est une allégorie, en fait, une allégorie de la transformation de la guerre gagnée par le plus fort, au travers de la figure emblématique de la tortue qui représente le cosmos. C'est une symbolique très forte et donc c'est une sorte de coup de poing. Il faut savoir aussi d'où vient l'artiste. Nous sommes en 89, donc il vit encore en Chine à ce moment-là. Il transporte avec lui tout son vécu, toute sa colère par rapport au régime et il l'exprime comme cela. Alors, la forme de la tortue a aussi également inspiré une architecture qu'on connaît bien, c'est l'architecture carcérale, l'architecture en rond, qu'on appelle le panopticon, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un architecte anglais qui a inventé ça, Jeremy Bentham, et qui permet d'observer. Donc, on se place au centre et on observe les détenus qui sont tout autour. Et c'est cette idée-là aussi qui est reprise par l'artiste, puisque l'idée, c'est qu'on regarde. Donc, il ne s'agit pas uniquement de disposer des animaux vivants et de les laisser s'entretuer. Il y a également une intention derrière qui est de regarder la mise à mort, si je puis dire. Donc, évidemment, ça peut paraître très cruel. Donc ici, on est vraiment dans une optique qui est de confronter l'Occident avec l'Orient, avec toute une série de symboles qui sont des symboles qui font référence à l'art chrétien, à l'histoire de l'art occidental, à l'aspect bouddhique, taoïste, etc. Alors, je vais maintenant vous parler d'une autre exposition qui est plus récente, qui est une exposition Monumenta qui a lieu au Grand Palais chaque année à Paris. Et l'exposition a été baptisée Empire. Et donc, Wang Yongping, qui voit toujours en très grand,
ça c'est aussi une caractéristique de l'art contemporain chinois, c'est que c'est souvent gigantesque à l'échelle du pays. Et donc là, on voit différentes choses qui vont cohabiter. Nous sommes sous une verrière. Donc, c'est le Grand Palais à Paris. Et donc là, on observe des containers qui sont empilés. On voit également un énorme squelette de serpent et on observe un bicorne de Napoléon. Vous le voyez là-bas tout au bout. Je vais essayer de vous le trouver peut-être. Voilà, on le voit ici sur ma droite. Donc, containers qui veulent représenter l'industrialisation, le transport fluvial, etc. Le bicorne de Napoléon qui est le symbole de l'empereur et de sa toute-puissance, puisque c'est un chapeau très, très reconnaissable. Et puis vous avez le squelette du serpent gigantesque qui vient en fait se mêler à l'installation. Donc au travers de ces symboles, l'artiste nous parle de cette industrie florissante, de cette mondialisation qui ne cesse de grandir. Ce sont des signaux forts de ce qu'il ressent et ce sont des signaux forts des témoins de notre époque. Il y a plus de 305 containers empilés en îlots. Donc c'est un travail qui atteint presque 1000 tonnes. C'est gigantesque, il a fallu, je pense, 1 mois pour tout mettre en place en travaillant presque 12 heures par jour, si ce n'est plus. Alors, au travers d'une œuvre comme celle-ci, on est vraiment dans un propos très contemporain. Nous sommes en France, nous sommes à Paris, donc on est habitué, le public occidental est tout à fait habitué à voir ce genre de choses. Mais on parle quand même on a ici une sensibilité qui est toute chinoise, si je puis dire, en tout cas qui est très, très orientale, avec le serpent. Serpent qui est un animal qu'on retrouve souvent aussi en Chine. C'est un animal qui est lié à la longévité, à la puissance, etc. Voilà, ici vous avez une autre vision de l'installation. Alors, vous voyez que l'artiste n'est pas au bout de ses ressources. Ici, on a Léviathanation, qui est en fait inspiré du Léviathan, qui est un animal fantastique. C'est une installation en fibre de verre. Et l'artiste, la tête du poisson gigantesque est assemblée au train privé de Mao. Et sur cette tête, vous avez des animaux qui sont venus se greffer. Donc c'est une installation en fibre de verre. Alors j'ai parlé du serpent, mais je peux aussi vous dire que le poisson en Chine est une sorte de véhicule, un moyen de locomotion pour transporter les morts de l'ici-bas vers l'au-delà. Le dragon aussi est un animal psychopompe. Et donc, ici, on a un symbole très fort, puisqu'on a le train privé de Mao qui représente Mao. On peut associer le train à la figure, au personnage de Mao, qui a une tête de poisson, sur laquelle vient se greffer des animaux plus vrais que nature. Alors c'est très impressionnant, effectivement. Ici, on a aussi 2 entités, puisqu'on a l'aquatique qui se mêle au terrien. Alors un autre travail de l'artiste a été inspiré par la déesse de la compassion, Guanyin, puisque voilà, on est dans cet esprit oriental. Je vous la montre parce que je vais vous parler des 50 bras de Bouddha, qui est une autre installation qui est inspirée de Marcel Duchamp, le porte-bouteille, encore référence à notre art occidental. Il a également fait les 100 bras de Bouddha, qui était une œuvre qui est inspirée de celle-ci. Et donc on a d'un côté le porte-bouteille de Duchamp avec la déesse de la miséricorde qui, elle,
est une déesse qui est très courante là-bas et qui est donc considérée par les Chinois comme une déesse qui fait figure de compassion. Alors une autre, voilà, ça c'est en fait les bras qui sont démontés, et encore un détail avec les bras de Bouddha. Dernière œuvre de cet artiste dont je vais vous parler, c'est le serpent d'océan, qui peut vous rappeler peut-être le serpent qu'on voit dans l'installation Empire. Et ça, si un jour vous allez vous promener du côté de Saint-Brévin, donc en Loire-Atlantique, c'est en face de Saint-Nazaire, vous allez pouvoir observer le serpent d'océan, qui est une œuvre magnifique. Voilà, au coucher, lorsque la nuit tombe, une photo en noir et blanc qui est très parlante. Et ce serpent vit vraiment en fonction des marées. C'est magnifique, j'ai eu l'occasion de la voir, je vous assure que c'est vraiment très impressionnant, puisque quand c'est à marée basse, on voit le squelette. Et puis quand la marée est un peu plus haute, il est en partie complètement sous l'eau. Voilà, comme ça vous avez une idée de cet artiste qui est devenu français. Il a eu l'opportunité de devenir français, donc c'est un artiste qu'on voit partout actuellement, tant en France qu'ailleurs. Il fait partie de toutes les grandes biennales d'art chinois. Alors, un autre aspect de l'art chinois maintenant avec Yue Minjun. On est dans tout à fait autre chose ici. C'est un artiste qui est né en 62 et qui a comme caractéristique de montrer des figures, des personnages qui rigolent. Donc le rire pour lui est une manière d'exprimer ce qui ne va pas. Donc évidemment, ça lui permet de travailler en Chine et de dénoncer des choses, mais sans les dire ouvertement, puisque tous ces personnages sont hilars. Alors ici, vous avez la grande toile qui s'appelle Everybody Connects to Everybody. Donc c'est une tragédie tragico-comique, hein, puisque c'est une fresque qui mesure 5 mètres de long et qui pourrait s'étaler à l'infini, puisqu'il pourrait sembler facile de chaque fois venir rajouter un personnage et de la continuer, un peu comme une grande muraille. On est dans une sorte de loi des séries et on est aussi dans un personnage qui est unique et démultiplié. Et ce personnage, eh bien, c'est l'artiste. Donc il se représente, lui, démultiplié, en train de rire. Alors, ici, on a évidemment une référence à l'individuel au travers de son propre visage, de sa propre physionomie, mais dans un schéma qui est collectif. Et le schéma collectif, c'est le schéma évidemment propre à la Chine, même si de plus en plus la Chine tente de s'en séparer. Mais malgré tout, les mentalités restent très collectives. Donc vous avez Yue Minjun toujours avec le tableau qui s'appelle Great Joy. À nouveau, cette démultiplication du personnage, habillé dans des vêtements très austères, ils sont tous en gris, avec des visages hilars. Et puis derrière, vous avez la cité interdite. Donc là, on est sur la place Tiananmen, donc évidemment aussi tout un symbole. Mais on rigole, on est heureux de vivre. En tout cas, c'est l'apparence qu'on veut donner. Ce tableau fait 2,80 m de long. Donc on est dans un bonheur commandité par le régime. Il faut savoir qu'en Chine, la valeur de l'individu n'est probable que dans le rassemblement, dans la quantité. En Chine, être un ne veut rien dire. Une autre peinture, c'est After the Fall, où là, on voit clairement des grands oiseaux qui sont en fait des grues à tête rouge, qui est un animal national, qui est l'animal favori des Chinois, et qui est un animal de très bon augure, un animal qui est choisi pour accompagner en fait les immortels, pour accompagner le défunt vers l'au-delà.
Et ce grand échassier a été choisi donc par Wei Minjun pour parler d'un tableau qui s'appelle Le Massacre de Kyo, que vous devez sans doute connaître, qui est un tableau d'Eugène Delacroix, donc un peintre français. Mais ici, on parle du massacre de Tiananmen. Et donc, il a choisi de s'inspirer de la géométrie de cette œuvre universellement, mondialement connue. On voit les figures couchées, assises avec ce cheval sur ma droite. Hein, donc, on le retrouve ici également, à la différence près que les personnages sont tous les mêmes et ils sont en train de rire de ce qui se passe. Et donc, voilà comment Wei Minjun interprète à sa manière la tragédie qu'il a vécue en Chine. Il se réapproprie des grands tableaux de l'histoire de l'art occidental pour parler de son histoire personnelle. Ici encore, vous avez un autre classique de l'histoire de l'art, c'est La liberté guidant le peuple de Delacroix. Alors évidemment, ce sont des scènes inspirées, des scènes historiques, inspirées de faits réels. Et à nouveau, vous avez donc ces jeunes Chinois qui ne cessent de s'esclaffer, qui sont dans l'euphorie complète. Mais au fond de la peinture, vous observez quand même qu'il y a des fumées et que le climat n'est pas tout à fait à la joie. Alors le traitement n'est pas du tout le même. Hein. Bon, ici on est dans un tableau romantique avec des sentiments exacerbés, des formes très souples. Ici vous avez une autre manière de traiter la peinture puisqu'on est dans une gamme de tons peu développée. On est dans des bleus, on est dans des blancs, on est dans des gris. Ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on est dans un jeu de lumière beaucoup plus important. Autre chef-d'œuvre de la peinture réapproprié par Wei Minjun, c'est Piero della Francesca, que vous pouvez notamment admirer à Urbino, avec le duc d'Urbino. Ça, c'est l'original. Un tableau qui a d'ailleurs son binôme, puisque la femme du duc est représentée également à ses côtés, également de profil. Et Wei Minjun va intégrer dans ce tableau son propre visage en train de rire. Au niveau de la manière dont c'est traité, c'est d'une manière très décomplexée, je dirais réappropriée personnellement, puisqu'il a repris également la manière de construire une perspective à l'époque du Quattrocento. On a des étendues d'eau qui s'infiltrent dans des paysages. Donc c'est une manière de marquer la profondeur et de traiter cela en sfumato. Là, ici également, on a l'étendue d'eau qui nous permet de créer une perspective. Par contre, au niveau du traitement des visages, ça n'a absolument rien à voir. Ici, on est dans un traitement un peu, je dirais, style bédéiste. Voilà. Alors, autre élément marquant, c'est On the Rostrum of Tiananmen, donc sur le podium de Tiananmen. C'est un tableau donc, qui a été inspiré par le massacre de ses amis en 1986. Et donc, évidemment, là à nouveau, la manière de Wei Minjun, c'est de traiter cela avec de l'ironie. Et on est au niveau du paysage, à nouveau dans ce cadre de la cité interdite. Ici, on retrouve l'iconographie maoïste avec le soleil. Et ça, c'est une affiche de propagande maoïste, vraiment typique de cette époque et réappropriée par l'artiste. On voit qu'il a évidemment enlevé la figure de Mao pour s'introduire, lui, en tant qu'individu, mais démultiplié. Alors, vous le
vous le comprenez aisément, Yu Min-jun connaît ses classiques en histoire de l'art, puisqu'ici on a affaire à un tableau qui est inspiré directement de Manet, avec l'exécution de l'empereur Maximilien, qui lui-même avait été inspiré par le 13 des Maillots de Francisco de Goya. Ce sont des tableaux historiques qui sont des témoins, des témoins en fait de la période napoléonienne. Et donc ici, il y a un transfert direct de l'exécution des étudiants et des manifestants de Tiananmen par d'autres manifestants, puisqu'il faut savoir aussi que pendant les épisodes tragiques de Tiananmen, certains étudiants ont dénoncé d'autres étudiants. Il y a par exemple trois jeunes étudiants qui ont jeté des œufs sur la figure de Mao qui trônait au milieu de la place. Par peur des représailles, ces 3 étudiants-là ont été dénoncés aux autorités locales et ont été enfermés et envoyés dans des camps de rééducation. C'est pour vous dire à quel point l'emprise de l'État était puissante. Alors, autre classique de l'histoire de l'art, ici vous avez Marat assassiné de David, peintre néoclassique. Épisode de la Révolution française où on voit Marat qui vient d'être poignardé dans son bain. Peinture très personnelle de Marat, peinture très moderne dans la manière dont elle est traitée, puisqu'on a, ce qui est très rare à l'époque, un grand mur, un grand fond noir, et puis Marat qui est dans son bain avec une couverture, un drap vert et blanc, et une simple caisse qui lui sert de bureau, de table. Alors, Yu Min-jun va réinterpréter la mort de Marat, mais avec beaucoup de force, puisqu'il va enlever Marat. Et donc, on a un tableau qui est presque à l'identique, si ce n'est que le principal personnage du tableau ne s'y retrouve pas. Donc, le corps de l'ami du peuple a été effacé, de manière à effacer également toute référence explicite à l'histoire. Et je trouve que là, c'est vraiment une manière très habile de se réapproprier un tableau connu d'une manière internationale, mondialement. Alors, autre peinture de Yu Min-jun, c'est Memory, où on voit la tête de l'artiste grimaçante, au centre de laquelle il a peint, il a ouvert le crâne, il a créé une piscine et c'est Mao qui se baigne dans la piscine située au sommet du crâne. Là également, nous avons la même rhétorique avec un crâne qui a été fendu en deux et ce sont des ballons roses qui s'échappent. Autre tableau très parlant, puisqu'ici on a une tête qui a été ôtée de son cou et un personnage hilar, mais au fond de ses yeux se trouvent des têtes de mort. Ici aussi, on a un personnage en train de se gratter le nez. Alors, une peinture un petit peu différente, ça s'appelle Labyrinthe, mais ça parle également de cet emprisonnement, puisqu'on a des personnes qui sont positionnées de part et d'autre des couloirs du labyrinthe. Et si on observe bien ces personnages, ils jouent tous un rôle. Mais tous des rôles différents. On a un couple de danseurs, on a un homme qui regarde au travers de jumelles, on a un personnage assis, on a des trompettistes, etc. Alors dernièrement, je vous ai mis une petite photo de l'artiste aussi pour vous montrer la similitude qui existe entre ce qu'il peint et son propre visage. Ici, dernièrement, il a quitté le champ de la peinture pour travailler en 3D. Donc, il crée des sculptures, mais c'est toujours le même esprit. Et il installe ces sculptures dans des lieux publics à échelle humaine. Donc, vous voyez ces personnages qui sont
en train de s'éclater et qui sont disposés dans des lieux où tout le monde peut passer. Hein. C'est tout à fait ouvert. Voilà. Alors, autre chose, j'y viens tout de suite, c'est Liu Wei, qui est né en 72, qui lui va faire état de son projet d'art contemporain, mais d'une manière tout à fait différente, puisqu'il nous propose une indigestion. Donc c'est un énorme excrément qui a, je crois, 2 ou 3 mètres de volume, et qui donc donc on parle beaucoup de cette installation actuellement, et au-dessus de cette indigestion, on trouve des soldats. Donc c'est le détail que vous voyez, ce sont des petits soldats qui sont couchés et disposés de ci, de là. Alors évidemment, on peut être surpris par tout ça, mais c'est une manière, je trouve, assez subtile de parler de ce qu'il a dû digérer, et puis enfin, quelque part, c'est une libération en quelque sorte, hein, si je puis m'exprimer comme ça. Voilà, ici vous avez encore un autre détail de l'indigestion de Liu Wei, qui est plus jeune, hein, il est né en 72, et il a participé récemment à Asiano, qui est en fait une très grande foire d'art contemporain, où il avait disposé des poussins par centaines dans les salles d'exposition. Alors pourquoi le poussin ? Parce qu'il trouvait d'abord que c'était c'est le petit de la poule, la poule étant l'animal le plus emblématique pour représenter la maman, et qu'il se disait aussi que c'est un animal qu'on offrait régulièrement aux enfants. Alors évidemment, après, on peut parler de toute une série de choses par rapport à ce poussin, puisque le poussin va grandir, il va lui-même devenir un coq ou une poule, etc. Donc on est dans le cycle de la vie. Alors, autre œuvre de cet artiste, c'est M. Morle. Alors là, on a des villes qui sont construites à partir d'os qu'on donne à mastiquer aux chiens. Vous savez, ces os, et le chien mâchonne pendant des heures et des heures. Vous voyez que ces artistes sont très divers et utilisent des matériaux très, très étonnants aussi, hein. Alors, je vais vite parce que j'aimerais vous parler encore d'autres artistes. Je crois que le temps commence à filer. Ici, vous avez Zhang Xiagang, qui est très connu, qui, lui, est un artiste qui est né en 58, donc il est plus âgé. Et il a eu une enfance très malheureuse parce que son père et sa mère ont tous les deux été envoyés dans des camps de rééducation. Sa mère, il ne l'a retrouvée que lorsqu'il avait 15 ans. Et son père va être envoyé pendant de très très nombreuses années pour travailler à la campagne. Ça se faisait, et ça se fait encore, hein, les gens qui dérangeaient, soit on les envoie travailler auprès des paysans, soit on les éloigne en tout cas de leur famille. Donc cela a été un élément déclencheur pour Zhang Xiagang. Et à partir de photos de famille qu'il va retrouver dans son grenier, il va développer toute une série de peintures qu'il va appeler The Big Family. Et donc pour lui, c'est une sorte de rachat de pouvoir travailler autour de cette thématique, puisque ça va lui permettre de réunir les protagonistes de sa famille et de toutes les familles, hein, puisque au travers de son histoire personnelle, il parle de l'histoire de toute une série de jeunes Chinois qui ont vécu la même chose que lui. Alors, durant la révolution culturelle, le pays était... c'était terrible, hein, les contrôles des naissances avaient lieu, donc les Chinois ne pouvaient pas avoir plus d'un enfant. Et donc, beaucoup d'enfants sont nés aussi dans l'illégalité la plus grande, et ce sont des enfants qu'on appelle des enfants noirs.
Ce sont des enfants qui n'ont pas d'identité, n'ont pas de passeport, n'ont pas d'acte de naissance et que les parents cachent. Et ce sont des enfants qui vivent dans la plus grande clandestinité. Donc, c'est un phénomène qui est très fortement lié au contrôle des naissances. Au-delà de cela, il y avait également le phénomène d'avortement. Hein. Bon, beaucoup de femmes ont dû avorter. Et un autre aspect également, c'est que ce qui était valorisé en Chine, c'était la naissance des garçons. Donc beaucoup d'enfants filles, de bébés filles, ont été tués parce qu'elles étaient des filles. Donc tout ça crée, bien entendu, un climat absolument épouvantable. Alors au travers d'une toile comme My Mother, donc ma maman, ma mère, le petit enfant qui est là et qui est l'artiste, en fait, témoigne de toute cette distance qui a été la sienne pendant son enfance et son adolescence, puisque sa mère est installée dans un fauteuil jaune, mais elle ne communique absolument pas avec lui. Et alors on retrouve dans cette peinture des caractéristiques de la patte de l'artiste et de symboles très récurrents. On voit une ampoule avec un fil qui se trouve sur ma droite, et puis un interrupteur. Alors ici, vous avez, je reviens en arrière, dans The Big Family, un fil rouge qui relie tous les personnages. Et donc, en fait, ce fil, c'est le fil électrique que l'on voit qui attache l'ampoule à la prise. Et donc, c'est une allégorie, en fait, d'un fil électrique. Alors, la couleur rouge n'est pas innocente non plus, puisque pour nous, le rouge correspond à la couleur de l'amour, à la couleur de la passion, à la couleur du feu. Et en Chine, c'est la couleur du bonheur, de la chance. En Chine, le rouge est comme chez nous, a comme chez nous une connotation très positive. Autre peinture de cet artiste qui est un artiste que je trouve très poétique et très sensible, c'est Père et fille. On voit là un traitement très photographique, puisque si on remonte plus loin, on voit la photo qui ici est un peu plus brune, mais on devine quand même qu'il a essayé de garder ce rendu d'une image photographique, avec un père et sa fille, mais avec un traitement qui révèle beaucoup de tendresse. Et puis, ce qui peut interpeller, ce sont ces taches rouges. Alors, ces petites taches, on va les retrouver très souvent dans l'œuvre de cet artiste. Et il explique que ces auréoles de peinture rouge ou jaune ou d'autres couleurs, pour lui, c'est un peu la part de rêve, la part qui n'a jamais pu être brisée. Donc, c'est ce qui reste et qui n'est pas dévoilé au pouvoir. Donc on peut tout faire, on peut asservir un homme, on peut le réduire à néant, mais il gardera toujours sa part de rêve et d'onirisme. Autre portrait d'une mère et de son fils, où là le visage est jaune et à nouveau on retrouve la tache plus claire. Alors si vous regardez de plus près les visages, vous vous rendez compte que ici on a d'abord un traitement très stylisé et puis des regards qui échappent complètement à l'émotion. D'abord, il ne nous fixe pas, hein, contrairement à certains portraits photographiques, on a un regard qui est légèrement orienté de biais. Donc il n'y a pas de contact possible avec le public. On n'arrive pas à rentrer en communication avec ces personnages. Mais néanmoins, on est touché. Il y a quelque chose qui nous parle, il y a quelque chose qui nous atteint. Et je pense que c'est vraiment la force de cet artiste. Alors je reviens en arrière parce qu'on retrouve à nouveau ce fil rouge. Vous voyez,
qui réunit les personnages et qui est parfois caché mais qui réapparaît. Amnésie et mémoire, un autre tableau magnifique avec cette tache rosée sur toute la partie supérieure du visage. À nouveau un père et fils. Alors ici, on a, regardez, le visage du père est très triste et le visage est complètement fermé. Les yeux sont légèrement, regardent vers le bas, tandis que l'enfant, lui, nous interpelle. Là, il y a, et on va voir que progressivement dans la peinture de cet artiste, les yeux des enfants vont petit à petit, au fur et à mesure que le régime va s'assouplir, les yeux des enfants vont devenir de plus en plus vibrants et oser regarder vers le spectateur. À nouveau ici, des peintures inspirées de la tradition de la photographie, avec des habits qui sont exactement les mêmes, une sorte d'uniformisation des traits et on ne sait pas très bien qui est l'homme, qui est la femme. En dehors de la coiffure, ça pourrait être un copier-coller. Voilà encore un autre tableau. Regardez les yeux, je trouve qu'ils sont vraiment très symptomatiques. Alors ici également, le traitement est très, très puissant puisqu'on a des yeux qui sont comme des billes noires, avec la cravate rouge qui réapparaît sur cette chemise blanche. La rouge étant également la couleur du communisme. Le rouge, la cravate rouge. Ils avaient un brassard, les enfants communistes. Les gardes rouges. Voilà encore un autre tableau avec le bébé qui est rose, qui vient comme un coup de poing. Alors on peut évidemment s'interroger sur la manière dont il a représenté cet enfant qui vient comme se dresser sur ses petits pieds. Il semble tenir tout seul. Et là, on est dans une vision tout à fait moderne de l'art parce qu'on est dans une perspective qui est prête à tomber du tableau, si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression que le bébé va glisser et basculer. Et ça, c'est une perspective qui nous vient d'un artiste comme Cézanne, par exemple. Si on regarde les tableaux de Cézanne, on a l'impression que tout est au bord du tableau et va tomber de l'autre côté. Donc ça, c'est très, très occidental comme traitement. Voilà encore d'autres exemples. On retrouve l'ampoule électrique. Regardez toujours les mêmes caractéristiques que je ne vais plus énumérer, mais le fil rouge qui réunit les gens. Alors ici, on voit l'artiste dans son atelier. Et un tableau uniquement consacré à une ampoule, qui est comme un personnage ici, comme une figure. À nouveau l'ampoule. Voilà. Alors pour terminer avec cet artiste que je trouve un des plus importants de sa génération, bon, c'est peut-être anecdotique, mais enfin voilà, il a très mal vécu en fait cette transition vers la modernité, et c'est un artiste qui souffre d'alcoolisme. Il a beaucoup de mal à accepter en fait son nouveau statut, et il a essayé de sortir de sa peinture. Il a essayé de développer également un travail en sculpture, et quand on regarde ses sculptures, c'est exactement les mêmes personnages qui sont en peinture. Donc il essaye de se renouveler, mais il a beaucoup de mal à le faire, et avec un profond désarroi en fait qui est sans doute lié à son enfance. Alors autre artiste, là je vous emmène un peu, je vous balade, mais ce sont des artistes qui ont chacun beaucoup de personnalité. Mais c'est Gu Wenda qui a créé une installation qui s'appelle Babel of the Millenary, donc le Babel du millénaire, qui est une installation qui se trouve actuellement à San Francisco
et qui est composé de panneaux de papier, panneaux sur lesquels il est venu coller des cheveux humains. Et à partir de ces cheveux humains, il a créé une calligraphie qui n'est pas un langage à proprement parler parce que c'est inspiré de différentes langues. En fait, la calligraphie et les symboles sont inspirés tant de l'anglais que de l'hindi, que de l'hébreu et encore une quatrième langue, le chinois. Et donc, en fait, c'est une langue qu'il a inventée et qui traite de l'universalité. Et donc, personne n'arrive à lire, évidemment, ces caractères puisqu'il n'y a pas à proprement parler d'écriture au sens strict, mais c'est une écriture, bien entendu, puisqu'il y a un geste et un signe. Alors ici, on est dans un travail très symboliste aussi, puisqu'on a le cheveu, et le cheveu, c'est un élément important quand on est un être humain, puisque c'est quelque chose qu'on a tous. Hein, tout le monde en porte, tout le monde a des cheveux. Il a collecté les cheveux dans le monde entier. Donc il a fait une collecte pendant des années, pendant plus de 10 ans. Il est allé chercher des cheveux dans toutes les villes. Les coiffeurs l'ont aidé, hein, donc ce n'est pas uniquement au niveau de ses relations, mais il a voulu faire un brassage de cheveux pour parler de cette tour de Babel où les gens pourraient en fait être ensemble, être réunis au travers d'une langue qu'il a complètement créée. Voilà, ici je vous ai mis quelques exemples de l'écriture. Travail colossal. Hein. Donc les lettres sont complètement illisibles et tout à fait fragmentées. Alors au travers de ce travail, l'idée de Gouwenda, c'est de travailler sur le langage comme médiateur. Donc il invite les gens à réfléchir, il invite les gens à se poser des questions par rapport à nos différences et à notre ADN commun. Alors ça, c'est un autre travail de Gouwenda qui s'appelle Heavenly Lanterns. Donc c'est un travail qu'il a créé pour Shanghai, pour le musée du XXIe siècle à Shanghai, composé de milliers de lanternes, qui sont des lanternes chinoises, puisqu'en Chine, la lanterne est utilisée d'une manière très, très quotidienne. Ce sont donc les lanternes célestes, hein, qui sont des lanternes qui invitent au bonheur, à la joie, etc. Mais en Chine, on trouve surtout des lanternes rouges. Donc ici, il a mélangé les couleurs. Et là, c'est une photo qui vous rappelle sans doute une ville que vous connaissez tous, c'est la ville de Bruxelles, puisque lors d'Europalia Chine, il a été invité à faire cette installation et donc à proposer des lanternes qu'il a installées sur les parois de l'architecture d'un bâtiment qui se trouve près du Mont des Arts. Oui. Alors un autre artiste dont j'avais envie de vous parler, c'est Zhang Yuan. Alors âme sensible, s'abstenir, parce que lui c'est un artiste qui travaille le body art, donc les performances liées au corps. Et Zhang Yuan est peut-être le plus grand performeur au monde, tant il a été loin dans ses prouesses physiques. Alors, il faut savoir que chez nous, dans les années 60, il y avait également un courant de performeurs qui s'appelait, entre autres, Michel Journiac, on a eu Caroline Schneemann, on a eu Marina Abramovic, on a eu Chris Burden, on a eu Gina Pane, qui sont des artistes qui ont poussé très loin les limites du corps. Par exemple, Chris Burden est resté enfermé dans un casier
où on pouvait, vous savez, les casiers qu'on trouve dans les gares pour déposer son sac pendant 5 jours. Donc enfermé pendant 5 jours sans sortir de ce casier. Il a par exemple aussi demandé à quelqu'un qu'on lui tire dessus. Donc il a reçu une balle dans l'épaule. Voilà, ça c'était un courant qu'on a rencontré chez nous dans les années 60-70. Gina Pane, qui est une artiste française d'origine italienne, elle, c'est par exemple, enfin, elle s'est mise en scène dans un rituel. Donc elle était dans une salle d'exposition, et puis elle déposait des bouquets de roses, et puis au fur et à mesure, elle s'entaillait avec les épines jusqu'au moment où le sang coulait à flot. Donc on a ce courant d'artistes qui font en sorte de travailler le corps comme matériau. Marina Abramovic, par exemple, s'est installée couchée sur une table, et en dessous d'elle, il y avait des bougies allumées. Et elle est restée comme ça des longues heures. Donc c'était toujours de manière à se dépasser. Et Zhang Yuan va agir de cette façon-là aussi, mais aujourd'hui. Et il nous propose des performances qui sont à la limite du soutenable. Ici, on le voit, là il est à Pékin, il est dans une toilette publique, et il s'est installé nu. Et donc, ces toilettes publiques ne sont jamais entretenues, et il attend que les mouches viennent le recouvrir. Donc, il y a une odeur insoutenable, etc. Et puis, au fur et à mesure, son corps va être complètement recouvert de mouches. Et à la fin de la performance, il va quitter la toilette et aller se purifier dans de l'eau. Alors, autre intervention à la limite du soutenable. Ici, on a l'artiste enchaîné, complètement nu aussi, avec un médecin qui, vous voyez le médecin en blanc, qui en fait récolte le sang de l'artiste, qu'il récolte dans une petite bassine et qu'il cuit. Donc il y a une odeur nauséabonde dans l'espace, et évidemment l'artiste qui est là suspendu, enchaîné, avec un foulard sur la bouche. Voilà, ça c'est le type de performance qui était proposé par Zhang Yuan. Alors, ça c'est une allusion directe à cette performance, avec une sculpture. On voit son corps qui est maintenu, son corps moulé dans du bronze, et une énorme cloche. Et donc le corps, la tête, une fois que le corps bouge, vient cogner sur la cloche. Cette œuvre se trouve actuellement à Florence. C'est au niveau des proportions, pour vous donner une idée, ça fait 3,35 m sur 3,66 m. Alors sur la cloche, il y a le nom des personnes du village où l'artiste a grandi. Donc il y a une sorte de généalogie, un rappel à ses racines. Encore une autre performance de l'artiste avec Seeds of Hambourg, où on le voit enfermé dans une cage de verre. Il a le corps recouvert de graines, et les oiseaux vont venir au fur et à mesure picorer les graines sur son corps. Autre témoignage de son travail, peut-être un peu plus soft ici, donc ce sont des calligraphies qui sont dessinées sur son visage, et au fur et à mesure, le visage va se couvrir de noir jusqu'à devenir complètement opaque. Là, on a une performance qu'il a réalisée à New York, où il a revêtu un costume de chair. Ça vous fait peut-être penser à une chanteuse connue, Lady Gaga, qui a aussi porté une robe de viande, composée de viande. Mais bon, lui, c'était bien plus tôt. Et donc, la performance consistait donc à bouger dans
dans l'espace urbain. Il a traversé des rues à New York et au fur et à mesure qu'il marchait, il laissait s'échapper des colombes. Alors évidemment, ce sont des performances, des interventions dans des milieux totalement ouverts qui peuvent penser à une forme de radicalisation de l'art, à une violence, une forme de masochisme. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que ces violences ne sont pas que ça. Ça demande de la part de l'artiste qui pratique le body art une très grande force mentale. Il y a une préparation physique importante qui est nécessaire pour pouvoir subir ce genre de traumatisme. Et donc, cette endurance spirituelle va progressivement amener l'individu à avoir une sorte d'éveil intérieur. Donc, ce n'est pas purement gratuit, ce n'est pas uniquement pour dire « tiens, je vais me faire mal » ou « je vais être provocateur ». Ça va bien au-delà de cela. Et donc, souvent dans les pays où il y a de la contestation, donc je pense à chez nous dans les années 60-70, on était dans 1968, etc. Chez eux, dans les années 90, les artistes vont de plus en plus loin dans ce qu'ils veulent dire. Et donc ils utilisent évidemment aussi des manières de faire de plus en plus pénibles et dures. Alors là, on est dans autre chose, mais c'est toujours le même artiste. Donc il faut savoir que Zhang Yuan va partir, il va être obligé de s'exiler parce que l'État va censurer son travail et va l'obliger à faire son autocritique. Et donc, par la force des choses, il quitte la Chine et il va vivre plusieurs années à New York, où il va avoir une reconnaissance internationale. Et puis, au fur et à mesure, il va s'assagir, si je puis dire, et rentrer en contact avec la pensée bouddhiste. Il va également voyager au Tibet, où il va être témoin de la politique chinoise dans ce pays. Et avec l'aide de nombreux assistants, il va créer des installations gigantesques qui vont emprunter à l'iconographie religieuse et à l'histoire contemporaine chinoise. Donc ici, on a un Jésus qui est constitué d'encens. Donc l'encens étant pour lui une sorte de canal de prière. Grâce à l'encens, il parvient à capter l'âme des personnes qui ont fait brûler cet encens. Et donc l'encens, quand il brûle, a différentes couleurs, un différent grain, et il va l'utiliser. Donc on a une pensée qui est très spirituelle. Ici on a Jésus. Donc dans l'exposition, il y aura Jésus qui va être en face de Bouddha. Et au fur et à mesure que les personnes vont visiter l'exposition et au fur et à mesure que le temps va passer, l'encens va petit à petit s'effondrer. Je passe vite, mais voilà, encore pour rester dans l'ordre, encore une autre sculpture d'une tête de Bouddha avec ce qu'on appelle le réveil brusque, sudden awakening. Donc Bouddha, mais en fait ce sont les traits de l'artiste avec la tête à nouveau, le cerveau, le haut de la tête qui est incisé. Et un autre exemple avec une tête toujours d'encens mais qui fume. Encore un autre exemple avec ici les yeux mi-clos et on retrouve quelques petits poils sur la tête de la sculpture, ce qui me fait penser à un crâne d'éléphant. Je trouve qu'on est là à la limite entre l'humain et l'animal. Encore un autre exemple de sculpture à l'encens. Et ici, nous voyons une peinture. Donc, c'est toujours l'encens qui est utilisé, mais sur toile.
Voilà, ici on a encore un autre exemple, et donc on a évidemment un grain particulier, une matière tout à fait particulière aussi. Ça c'est le National Day, donc Tiananmen, où il a célébré la place Tiananmen. Je reviens en arrière pour vous montrer Confucius. Voilà. Donc on est encore dans autre chose ici, on est dans Confucius, mais dans un volume gigantesque. Le philosophe est représenté dans un bain. Pourquoi l'eau? Parce que c'est là d'où il vient. Nous venons tous de la mer, nous venons tous de l'eau, et donc c'est là qu'il repartira également. Alors ici on est dans une sculpture, un traitement de la sculpture très réaliste. C'est assez impressionnant, hein? Et puis, autre travail de Zhang Yuan, ce sont des têtes de Bouddha qui sont coupées et qui sont inclinées. Ça, c'est un travail qu'il a fait beaucoup connaître aussi. C'est une photo où on installe la tête pour vous donner une idée des dimensions. Au travers de ces peintures à l'encens, l'artiste dénonce aussi le système. Hein. Là, on voit des paysans, par exemple, qui sont au champ. Bon, là, on a un tigre, mais on a un personnage lié au régime, ici aussi. Alors, dernier aspect de son travail, ce sont des sculptures qui sont composées par des peaux de bêtes. Qui sont assemblées les unes aux autres et qui constituent des animaux un peu hybrides entre l'homme et l'animal, on ne sait pas très bien, toujours à une échelle hors standard. Alors, dernier artiste dont je vais vous parler, c'est Lin Tianmiao. À nouveau, un esprit qui me semble être très oriental dans l'aspect poétique des choses et en même temps très occidental dans la manière dont les choses sont dites. Alors, Lin Tianmiao a une formation de designer textile. Elle a beaucoup travaillé en collaboration avec son mari qui est vidéaste. Et donc, sa formation de designer textile va l'amener à privilégier un matériau qu'on connaît bien, c'est-à-dire le fil. Alors ici, on voit une de ses premières installations qui est un lit troué, et le trou noir que vous voyez, en fait, ce n'est pas réellement un trou parce que ce sont des épingles. Ce sont des aiguilles. Il y a 20 000 aiguilles au centre de ce lit qui ont été donc accumulées, et chacune est reliée à un fil. Et sur l'oreiller, vous avez la projection des mains de l'artiste en train de travailler le fil. Et son signe caractéristique est l'enroulement. Donc, elle va utiliser des fils de soie et de coton pour enrouler des objets. Voilà, ici vous avez une installation qui s'appelle Bound and Unbound, où vous avez des tas d'objets du quotidien qui sont embobinés, enroulés complètement par des fils. Alors le fil, c'est pas anodin dans l'œuvre de cet artiste parce que c'est une artiste qui a été baignée, je veux dire, par cette ambiance très particulière du textile. Sa mère était couturière et elle ramenait beaucoup de vêtements aussi à la maison pour les recoudre, et les vêtements étaient réutilisés à chaque fois. Donc dès qu'un vêtement était trop petit
on s'arrangeait pour couper des morceaux et en refaire un plus grand composé de deux. Donc voilà, il y avait une réappropriation comme ça du vêtement parce que les gens étaient très très pauvres. Voilà, ici on a de nouveau cette installation avec l'écran sur lequel est projetée la paire de ciseaux qui vient couper le fil. Et donc le bruit de fond de cette exposition, c'est le ciseau qui coupe en permanence. Ici nous trouvons donc une machine à coudre d'époque et un fer à repasser. Alors je vous montre ces objets du quotidien parce que je trouve qu'ils sont d'une part révélateurs de ce qu'on a appelé le milieu domestique, propre aux femmes, et parce que chez nous, beaucoup d'artistes femmes ont utilisé cet univers de la domesticité, du domestique, pour parler de leur statut. Alors ça s'est fait dans les années 60-70. On a une artiste qui s'appelle Martha Rosler, donc en 1975, elle a créé un film autour de la condition de la femme. Et ce film mettait en scène l'artiste dans son milieu, entre guillemets, de prédilection, c'était dans sa cuisine. Bon, il faut imaginer ça 40 ou 50 ans plus tôt. Et donc c'est vrai que les rôles au niveau de la cellule familiale étaient beaucoup plus rigides que ce qu'on connaît aujourd'hui. La femme, c'était les enfants, la cuisine, et le mari, c'était le travail. Et donc beaucoup de femmes féministes ont utilisé leur quotidien ou le quotidien qu'elles voulaient dénoncer pour parler de leur statut. Et donc ici, on a un retour en arrière chez Lynthia Mio, enfin une réappropriation en fait de cet univers domestique, mais l'esprit n'est pas aussi revanchard que chez les artistes américaines comme Martha Rosler, parce que chez Martha Rosler et ses amis, il y avait vraiment une attaque virulente de la condition de la femme. Tandis qu'ici, c'est beaucoup plus en douceur, mais c'est tout à fait normal parce que nous avons affaire à une artiste chinoise et que le combat féministe en Chine n'est pas jouable en quelque sorte. En fait, ces artistes chinoises, quand on leur dit « vous êtes une artiste féministe », elles répondent non. Elles disent non, je suis une artiste tout court. D'une part parce qu'il y a toujours la peur aussi de s'engager d'une manière franche aux yeux de tous, et que le combat féministe en Chine est loin d'être amorcé, même si on sait que, bien entendu, il y a des femmes qui se battent pour leurs conditions, mais il y a quand même une crainte qui est là d'être envoyée dans un camp, enfin, ou en tout cas d'avoir de sérieux ennuis. Donc le statut de la femme en Chine est encore très précaire, et on sait par exemple qu'une femme qui est célibataire en Chine est très mal vue, une femme qui a un enfant, qui élève seule son enfant, est très très mal considérée aussi. Un autre exemple, c'est que quand une femme se marie, elle garde son nom de famille, mais ses enfants vont porter le nom du mari. Enfin, voilà, ce sont encore toutes des choses qui restent très très figées, et on a toujours affaire à une société patriarcale. Alors, autre installation pour terminer avec Lynthia Mio, ça s'appelle Ici ou Là, où on a des figures habillées de textile qui vont déambuler dans un espace, l'espace de l'exposition. Vous avez ici sur fond bleu donc une de ces figures qu'elle a agrémentées de boules, des boules qu'elle a faites elle-même avec le fil qu'elle enroule. Voilà encore une de ces pièces maîtresses qui s'appelle Focus. On a son visage qui est une lithographie sur laquelle elle vient broder du fil qui vont créer un relief. Donc ça, ce n'est plus elle, hein, c'est une autre personne.
Mais vous voyez le travail d'inciser la litho, de venir la piquer et puis de décliner tout un relief en fil. Je pense que je dois m'arrêter. Hein. Voilà. Il y avait encore beaucoup d'autres artistes dont j'aurais voulu vous parler. Voilà, pour terminer, Yin Xuezhen, c'est la box dress, qui est donc à nouveau une femme artiste. Je vais dire juste 2 petits mots quand même sur elle. Une artiste très intéressante qui en fait a travaillé aussi à partir du vêtement et qui a scellé les vêtements qu'elle portait quand elle était enfant et adolescente dans une dalle de béton. Ici, vous avez des villes miniatures qui sont faites de textiles, dans des valises toujours. Donc, on fait sa valise, on ouvre la valise, mais on reste là. On est figé. Vous avez la ville de Paris. Et voici New York. Alors, dernière pièce, ça c'est le cerveau, la pensée de Yin Xuezhen. C'est une énorme installation dans laquelle on peut rentrer. Donc l'installation, en fait, c'est une armature qui est recouverte de vêtements qu'elle assemble et elle crée une sorte de cocon très agréable qui permet en fait à la personne qui rentre dedans de se ressentir comme très, très apaisée, très calme, très sereine. Et on a là une dentelle en fait de vêtements qui donne un effet un peu de vitrail. Et le dernier travail qu'elle a réalisé, toujours en textile, donc ça c'est une exposition qu'elle a pu monter à Moscou, qui est composée de vêtements à nouveau qui ont été cousus à la main par toute une équipe et ce sont des vêtements de moscovites qui composent en fait ce que l'artiste a nommé la libération lente et qui est en fait un comprimé de médicaments, une capsule. Ce sont des médicaments nouvelle génération qui permettent aux personnes de se ressentir très vite, très bien. Donc on a ici un peu une sorte de critique aussi de la société. Et voici Yin Xuezhen dans l'intérieur de la capsule. Voilà, c'est pour vous montrer comment c'est construit. Et ça me fait très fortement penser à une artiste qu'on expose actuellement ici à Mons, c'est Niki de Saint-Phal. Peut-être avez-vous eu l'occasion d'aller voir l'exposition qui est très bien. Niki de Saint-Phal qui, dans les années 60, avait créé la grande mère de toutes et de tous, c'est-à-dire Horn, H-O-R-N, qui veut dire elle, et qui donc était déjà une énorme installation de papier mâché dans lequel on pouvait rentrer aisément et s'installer, discuter, s'asseoir dans un fauteuil, regarder un film, jouer, etc. Donc, peut-être l'avez-vous vu parce que je pense qu'il y a une maquette qui est exposée au BAM pour le moment. Mais on est vraiment avec Yin Xuezhen dans cet esprit du cocon, de l'espace dans lequel on trouve un moment de repos, de quiétude et de bien-être. Alors il faut que je m'arrête. Je vous remercie pour votre attention. Je terminerai en disant simplement que, comme vous l'avez vu, je vous ai baladé dans des mouvements très différents, avec des artistes qui avaient des choses multiples à nous raconter. Il y a toujours chez ces artistes une forte présence du passé, avec cette soif de s'ouvrir à cet art contemporain qu'on connaît bien chez nous, avec beaucoup de poésie, beaucoup
de douceur et parfois aussi d'exacerbation des propos. Mais donc, ces artistes ont tous bien compris les grandes références de l'art contemporain chez nous, que ce soit Francis Bacon, Van Gogh, David, Hopper, Michel-Ange, même Hitchcock au travers du cinéma, et même Roland Barthes ou Michel Foucault, donc, pour parler de philosophes. C'est un art contemporain chinois qui a quand même été sous influence, mais qui reste unique. Et donc, il n'y a pas qu'un seul art contemporain. J'ai essayé en tout cas de vous faire passer ce message, et qu'on ne peut pas cantonner l'art contemporain chinois à une seule nationalité. Il n'y a pas une seule pensée chinoise. Il y a surtout une complexité des pratiques et une complexité des modes opératoires, puisque le pays est tellement gigantesque et énorme, et que ça serait tellement réducteur de vouloir le cantonner à un seul aspect. Donc maintenant, ce qu'il vous reste à faire peut-être, c'est d'aller voir les artistes. On les expose partout, puisqu'ils ont vraiment le vent en poupe. À Paris, souvent. Les grands collectionneurs français, collectionneurs sont François Pinault et encore un autre dont le nom m'échappe, mais ce n'est pas vraiment important. Et puis, voilà, encore merci pour votre attention, et j'espère vous retrouver peut-être dans un autre contexte. Voilà. Bonne soirée à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on a encore le temps. Merci. N'hésitez pas, je suis à votre disposition, donc je suis tout à fait ouverte à vos questions si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Oui. Ah, voilà, ça fonctionne. Merci pour votre brillant exposé. Je voulais poser la question un peu naïve, est-ce qu'elle n'est pas sur le même modèle que notre art contemporain occidental? Elle est devenue conceptuelle. C'est plus devenu conceptuel que toute autre chose. Absolument, tout à fait. Donc, c'est vraiment en fait une réappropriation de ce que nous, on a connu dans les années 60, 70, 80, et donc voilà, avec une digestion, avec un langage qui leur est propre, mais ça n'a rien de surprenant par rapport à notre regard à nous. Parce que nous, on a vu beaucoup déjà. Mais malgré tout, on sent un passé lié à la culture. Merci. Merci beaucoup. Une autre question, remarque? Oui. Voilà, moi je voulais vous demander, vous avez dit que tous ces artistes sont présents en Europe et en Occident, mais est-ce qu'ils sont présentés en Chine et comment sont-ils acceptés, comment sont-ils perçus par la population? Est-ce qu'il y a aussi des expositions en Chine où on peut les voir? Alors oui, donc il faut savoir que les artistes dont je vous ai parlé, donc c'est vraiment un échantillon parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Sont achetés par environ 60% des acheteurs sont des Américains. Je vais dire que 30% sont des Français, le reste ce sont surtout des Australiens et quelques Chinois. Mais très peu, ceux qui ont réussi à s'enrichir. Et donc c'est un art qui reste très incompris en Chine,
Mais néanmoins, ces dernières années, de plus en plus de Chinois commencent à ouvrir des galeries. Avant, c'était le lot uniquement d'étrangers. Mais on reste cantonné à des villes comme Pékin, Shanghai, Hong Kong, bon, qui sont quand même des villes où il y a énormément de choses qui se passent. Mais en dehors de ça, non, le chinois, je vais dire lambda, ne comprend pas du tout ce type d'art. Mais c'est pas étonnant, hein, parce qu'on est tellement éloigné de tout repère, quand on n'a pas d'informations, quand on n'est pas formé. Chez nous, c'est déjà très compliqué de parler d'art contemporain. Il faut certaines clés, il faut certaines portes d'entrée pour pouvoir comprendre. Et malgré ça, ça reste parfois très hermétique. Mais donc là-bas, il y a un fossé, parce que les populations qui vivent éloignées des grandes villes n'ont pas du tout accès à ça. Donc il y a des expositions qui sont organisées. L'État a bien compris, néanmoins, donc il y a la population et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'État. Et l'État a bien compris que les artistes étaient une plus-value pour qu'on parle de la Chine dans le sens positif. Et donc comme ils sont dans un courant de pensée d'ouverture complète pour se mettre au diapason des plus grandes puissances, ils savent que c'est aussi au travers des artistes qu'ils vont pouvoir le faire. Et donc, ils favorisent, ils ne sont pas opposés aux expositions, mais on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Et donc, quand on parle, je vous parlais de Liane Tiamio qui enroule le fil autour des objets, elle ne va jamais dire ouvertement qu'elle est une artiste féministe. Parce qu'elle risque d'avoir des ennuis. Malgré tout, on sait que c'est quand même une dictature. Ça reste un pays où les gens se font emprisonner. Ça reste un pays où, pour un oui, pour un non, on peut se retrouver dans une prison à vie. Hein. Donc, voilà, il y a toujours quand même ce climat de réserve et de ne pas oser tout dire. Alors, voilà, on est dans une sorte de, je vais dire, de fossé entre la perception que nous on a et la perception qu'eux pourraient en avoir. Je parle des Chinois. Est-ce que j'ai répondu globalement à votre question? Donc il y a des galeries, il y a des mécènes, mais ça reste quand même une affaire d'argent. Parce que l'art contemporain est un investissement. Et donc, quand en Chine, un investisseur immobilier décide d'acheter des terres, voilà, dans son projet, on lui impose d'inclure un lieu culturel. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça que le lieu culturel sera haut de gamme ou pointu. Ça peut être, je ne sais pas, un cinéma, un théâtre, où on jouera un théâtre tout à fait traditionnel. Mais l'État a bien compris que la culture avait un rôle à jouer dans l'émancipation, dans l'ouverture de la Chine. Ça, c'est quand même quelque chose d'intelligent. Alors maintenant, de quelle culture on parle, ça c'est autre chose. Hein. Mais bon, voilà, c'est un vecteur pour eux. Et donc, ils l'actionnent. C'est pour ça que les artistes retournent à Pékin, parce que d'une part, ils restent attachés à leur pays. Ils sont tous partis. Tous ceux dont je vous ai parlé sont partis, mais tous sont revenus, sauf le premier qui vit en France. Parce que d'abord, il y a un attachement au pays, et puis deuxièmement, parce qu'ils ont énormément de facilité pour produire là-bas. D'abord, ils ont des ateliers gigantesques qui ne coûtent rien. Bon, ils sont milliardaires parce qu'ils vendent leurs œuvres à des prix inouïs, et puis aussi, ils ont une main-d'œuvre. Et donc, ils ont encore des artisans qui vont pouvoir travailler pour eux et qu'ils vont rémunérer beaucoup moins cher que chez nous. Hein. La main-d'œuvre est beaucoup moins chère et très spécialisée. Voilà.
Donc ils ont tout à gagner quelque part de continuer à rentrer chez eux. Évidemment, ils ont un statut particulier puisqu'ils sont connus ailleurs. Ils ont la chance de pouvoir être mondialement connus. Vous voyez, c'est très ambigu, en fait. Mais au final, la censure, elle se joue sur quoi alors? Est-ce que c'est parce que c'est trop influencé par l'Occident? Est-ce que c'est au niveau thématique? Bon, c'est vrai qu'on a vu certaines œuvres qui critiquaient ouvertement le régime de Mao, etc. Mais dans toutes les œuvres qui ont été présentées, il y a quand même pas mal de symboles forts liés à la tradition chinoise, les animaux, les couleurs, il y a même des emprunts à la calligraphie. Bon, c'est pas la calligraphie traditionnelle, mais bon, c'est une forme de calligraphie contemporaine. Donc la censure, elle se joue sur quoi? Est-ce que ça a vraiment lieu d'être finalement? En fait, la censure est toujours là, mais elle est insidieuse. Et donc, il y a aussi... L'artiste a un statut, si je puis dire, un peu privilégié, puisque lui, d'abord, il faut savoir que quand on pense au performeur qui a été enchaîné, etc., en Chine, donc quand on a appris qu'il avait fait cette exposition, il a dû faire son autocritique. Donc ça, c'est au début de l'ouverture, donc ça existait encore. Mais la censure, elle se joue d'une manière insidieuse. Donc ils sont tous partis, ils ont tous pu revenir, mais la censure est toujours là. Donc ils sont protégés, entre guillemets, parce qu'ils ont un statut d'artiste, qu'ils ont des collectionneurs, qu'ils ont l'occasion de pouvoir bouger, de voyager au travers de ce qu'ils peuvent montrer, etc. Et ils sont riches. Ils sont très riches. Donc, je dirais qu'eux sont un peu hors jeu. C'est le chinois qui lui souffre beaucoup, parce que le chinois qui reste en Chine, qui doit continuer à travailler, qui voit également que les gens s'enrichissent. Et soit on est très riche, soit on est très pauvre. Alors, je pense qu'il y a l'influence, elle est des deux côtés. Alors, c'est vrai qu'on dit, parce que c'est très juste que vous soulignez là, parce que en me documentant par rapport à un des artistes, toujours le fameux performeur, il expliquait ça très bien. Il disait, oui, vous, occidentaux, vous regardez les Chinois, mais nous, les Chinois, on vous regarde aussi. Et donc, fatalement... c'est un échange, hein. Et puis, en Chine, il y a, de par le territoire qui est tellement grand, il y a cette disproportion de toutes choses liées à l'espace, on sait bien que quand on a peu d'espace, on travaille en petit. C'est quelque chose qui est presque... on ne peut pas faire autrement, je veux dire, condition sine qua non. Mais de tout temps, les Occidents ont puisé en Orient. Mais ici, le rapport que j'ai voulu mettre en avant, c'était au niveau de l'art contemporain. Donc, en fait, l'art contemporain n'existait pas avant 89. Donc, il y avait des choses underground, mais... parce qu'il y avait l'introduction de ce bouquin dont j'ai parlé au début, donc ils ont pu voir des choses, et puis malgré tout, tout ce qui est caché est communiqué, donc on a toujours une vie un peu parallèle, hein. Mais voilà. Oui. Et donc il y a une société des loisirs aussi qui commence à se développer, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et tout le monde a une salle de bain, tout le monde a une chambre à coucher. Enfin, voilà. Finalement, ils vivent ce que nous, on a vécu il y a 100 ans.
Non, enfin, il y a des artistes qui font de l'art d'État, continuent à travailler selon des traditions. Donc, il faut savoir qu'en Chine, l'État a tout. Donc, que ce soit les banques, l'État est propriétaire de tout. Hein. Donc, très rares sont les initiatives privées, même si maintenant on commence à en voir. Mais il y a l'art officiel, hein, qui donc est un art, donc peinture, calligraphie, ça c'est en tête de liste. Et puis, jusqu'à Mao, c'était évidemment l'effigie de Mao qu'on devait voir partout. Aucun portrait n'était toléré en dehors de Mao. Hein. Ah non, non. Et donc, partie unique, bien sûr, et puis voilà. Donc, c'était très cadenassé. Maintenant, vous dire exactement quelle est la situation des artistes, que font les artistes liés à l'État, je ne peux pas trop m'avancer, mais je pense qu'ils restent dans un état d'esprit relativement traditionnel. Et il y en a évidemment, hein, mais ce que vous avez dit aussi en début d'intervention, très juste, c'est que nous, on regarde ça, on se les a appropriés parce qu'ils nous ont parlé, parce qu'on reconnaît leur langage, parce qu'eux ont reconnu le nôtre. En fait, c'est un dialogue. Et on les a validés. Mais c'est quand même, je trouve, au-delà de la validation, à mon sens, ce sont des artistes qui sont très puissants, qui ont vraiment une force que nous n'avons peut-être plus. Parce que quand on analyse, et là, bon, c'est un exposé relativement généraliste, mais quand on creuse un peu les intentions, les sous-textes, les concepts qui construisent la base du travail, c'est très fort. Moi, je suis vraiment admirative, en fait. Hein. Bon, maintenant, il y a des artistes qu'on aime plus que d'autres, hein, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de force. Merci beaucoup en tout cas.